On n'aime pas y penser, pourtant ça nous concerne toutes et tous, notre propre mort. Autrefois, beaucoup d'enfants mouraient avant 5 ans, voire dès la naissance. Les couveuses qui permettent de sauver les prématurés ne sont apparues qu'au XXe siècle. L'espérance de vie pour les hommes et les femmes en France, qui était de 25 ans en 1740, dépasse désormais les 80 ans. Cependant, des personnes jeunes peuvent être victimes d'accidents qui les plongent dans le coma, être frappées de maladies dégénératives ou encore de cancers incurables. Et vous, si vous étiez confronté à une telle situation pour vous-même, un de vos proches ou votre enfant, quelle fin de vie voudriez-vous ? On parle de l'aide active à mourir et on distingue donc l'euthanasie et l'aide au suicide. Et puis les soins palliatifs qui sont complètement différents parce qu'il n'y a pas un objectif d'accélérer la mort derrière. L'euthanasie est un terme utilisé dans la langue populaire pour parler de l'aide active à mourir, donc qui consiste pour un médecin à administrer une dose létale à un patient qui souhaite en finir. La principale différence réside dans le fait que dans le suicide assisté, c'est le patient qui s'administre lui-même la dose létale. Les soins palliatifs, c'est l'administration de médicaments contre la douleur afin de soulager le patient au maximum possible, parfois pendant la prolongation des traitements ou lors de l'arrêt des soins qui sont souvent accompagnés de douleur jusqu'à la mort. Surtout garder la dignité de la personne pour la mort. Et tout ça, c'est des moyens différents pour arriver à cet objectif de laisser mourir une personne dans le monde naturel si possible. L'aide active à mourir, donc ce que beaucoup considèrent comme de l'euthanasie, est aujourd'hui interdite en France. Donc elle n'est pas clairement interdite par les textes, mais elle fait l'objet d'une pénalisation. Donc une aide active à mourir peut être considérée comme un homicide volontaire. Et par ailleurs, le serment d'Hippocrate que prêtent les médecins leur interdit de pratiquer d'autres soins que de ceux qui permettent de guérir leurs patients. Mais il y a des situations où les soins palliatifs ne sont pas suffisants pour lutter contre la douleur de la personne. Claes Leonetti du 16 février 2016. Donc c'était la première fois que dans un pays où l'euthanasie et le suicide assisté est interdit, d'intégrer une forme plus forte de lutte contre les douleurs que les soins palliatifs. C'était surtout pour faire entrer la sédation dans la loi, qui va encore un peu plus loin que les soins palliatifs. La sédation, c'est vraiment une forme où on administre des médicaments qui puissent plonger le patient dans un coma, une sorte de coma artificiel, mais où on présume, on ne le sait pas réellement, mais on présume qu'il n'a plus de douleur. Par contre, le point négatif sur la sédation, c'est que ça coupe la communication avec la famille, avec l'équipe médicale, donc on n'a pas de retour. La différence entre sédation et euthanasie, c'est que l'euthanasie a comme objectif de donner la mort, tandis que la sédation a comme objectif d'enlever les douleurs. La médicamentation de la sédation peut avoir un effet secondaire de raccourcir la vie. Ça, c'était une des grandes nouveautés de la loi Claes Leonetti. Et l'autre, c'est de lutter contre ce qu'ils appellent l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont plus aucun espoir de revenir à une vie sans trop de séquelles, de quand même continuer les traitements pour maintenir la personne dans une sorte de vie artificielle. Ce qui était le cas de Vincent Lambert, qui est resté dans le coma plus que d'une décennie. Claes Leonetti, c'était déjà une réforme des lois ultérieures, la loi Kouchner, mais chaque fois on est allé un petit peu plus loin. La clarté de la loi est donc discutable. Comment le sujet est-il traité dans les pays voisins ? En France, l'aide active à mourir est prohibée, ce qui n'est plus vraiment le cas en Allemagne, où les médecins ne peuvent plus être poursuivis pour une aide active à mourir, dès lors qu'on ne peut pas considérer l'aide active à mourir comme une activité commerciale de la part du médecin en question. Il y a une tolérance de l'aide active à mourir ponctuelle. En 2023, en France, s'est tenue une convention citoyenne sur la fin de vie, pour débattre sur les éventuelles modifications à apporter à l'accompagnement de la fin de vie. Qu'en est-il en Allemagne ?
En Allemagne, il n'y a pas une loi qui regroupe toutes les dispositions de la fin de vie. Contrairement à la France, qui interroge un panel de citoyens sur leur opinion pour éventuellement faire évoluer la législation. Et en Allemagne, c'était tout à fait différent. Ça venait pas du tout du législateur ou du gouvernement, ça venait des tribunaux, particulièrement de la Cour constitutionnelle, mais également l'équivalent de la Cour de cassation, du Conseil d'État, qui ont poussé à cette jurisprudence en disant que ça fait partie des droits fondamentaux des personnes, de la dignité, mais aussi du droit de la personnalité. Le droit de la personnalité comporte un droit de décider pour soi-même, de décider quoi faire avec son corps. Si vous voulez, je sais pas, vous percer les oreilles, les lèvres, les machins, c'est votre droit parce que vous avez le droit sur votre corps. Et là, ils sont allés plus loin en disant vous avez aussi le droit de vous tuer. Et si vous avez le droit de vous tuer, vous pouvez aussi appeler à l'aide. Ils n'ont pas expressément dit autoriser l'euthanasie, mais en tout cas, ils ont dit il faut avoir un moyen de trouver de l'aide pour se suicider et sans contrôler les motifs. Tandis qu'en France et en Italie, on parle toujours des motifs. 89% des Français seraient favorables au suicide assisté et même jusqu'à 94% des Français à l'euthanasie. Si vous avez 14 ans et que vos parents ne partagent pas votre avis, que dit la loi française ? En France comme en Allemagne ou même au Royaume-Uni, le principe de la décision médicale, d'entreprendre ou de mettre fin à des traitements, suppose un consentement de la part du patient et la décision du médecin. On rencontre plusieurs situations problématiques lorsque le patient n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Ça peut soit être en raison de son âge, donc le cas des mineurs, ou en raison d'incapacité, qu'elle soit physique ou mentale. Donc on peut penser aux patients dans le coma, comme dans l'affaire Vincent Lambert. On peut penser aux patients âgés qui étaient sous une mesure de protection judiciaire puisqu'ils n'avaient pas la capacité physique ou mentale de prendre les décisions qui le concernent. Une situation encore plus problématique finalement, c'est celle de l'adolescent qui n'est pas capable de prendre la décision d'un point de vue juridique, mais qui a parfois la maturité pour prendre la décision. Pour faire face à la situation des majeurs protégés, les droits français, allemands comme britanniques ont prévu la possibilité de rédiger des directives anticipées. Donc, les directives anticipées permettent à toute personne majeure, même sous protection avec une assistance, de coucher sur papier ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas comme soins. Il appartient après au médecin, lorsqu'il est confronté aux décisions, de consulter ces directives anticipées pour appuyer sa décision, que ce soit dans le cadre de la décision collégiale pour décider de l'arrêt de soins ou pour les décisions de routine qui ont été prévues par le patient. Une autre possibilité offerte par les droits français et allemands aux futurs patients est de désigner une personne de confiance pour aider le médecin dans la recherche de la volonté de la personne qui n'est pas capable d'exprimer sa volonté et donc de consentir à l'acte médical. En France, il faut donc l'accord de ses parents pour subir une intervention médicale quand on est mineur. Dans tous les cas de figure, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'en principe, c'est le médecin qui prend la décision au final. Donc le consentement du patient est nécessaire, mais la décision d'entreprendre ou d'arrêter des soins reste une décision médicale prise par un médecin. Le fait que ce soit une décision médicale, donc c'est le principe de plusieurs yeux, parce que ce n'est pas seulement un médecin qui est impliqué dans l'affaire, mais on interroge également les psychologues, les infirmières, tout le personnel médical qui tourne autour de ce patient. Ce fait que ça reste une décision médicale, bien qu'on interroge les autres, la famille, etc., est particulièrement important dans le cas des enfants. Parce que émotionnellement, la charge est encore beaucoup plus importante quand il s'agit d'un enfant qui a une maladie incurable. Parce que la loi actuelle n'est pas très claire. La loi Claes-Leonetti ne parle pas du tout des situations de fin de vie des mineurs avec des règles spécifiques, mais on applique toutes les règles générales et qui ne sont pas très adaptées aux mineurs.
Le critère décisif, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pour ça que la décision, elle doit être complètement libérée de toute charge émotionnelle des parents. Et les médecins sont le mieux placés de connaître cet intérêt supérieur de l'enfant. À titre d'exemple, il y a eu des cas, notamment en Angleterre, où les parents voulaient absolument maintenir leur enfant en vie. Un bébé de 18 mois qui avait une maladie neurologique grave, dégénérative. Mais les parents, ils voulaient garder de l'espoir. Ils ont enlevé l'enfant de l'hôpital contre toute avis médical pour le transporter à l'étranger avec l'aide des pays un peu catholiques comme l'Italie, la Pologne. Et l'enfant est décédé sur le voyage. Je m'appelle Stéphanie Rolfing-Tigeaud, je suis professeure en droit à l'université ici, Paris-Nanterre, et surtout en droit allemand. J'enseigne surtout le droit allemand parce qu'on a les doubles cursus avec l'Allemagne. Et j'étais avant maître de conférence ici depuis 1994. Ensuite, j'étais partie à l'étranger pendant quelques années, mais je suis revenue et depuis 2008, je suis professeure et je coordonne le cursus avec l'Université de Potsdam. Je travaille sur le sujet de la fin de vie depuis 7 ans. J'ai commencé en 2016, donc au moment où la loi Claes-Leonetti est entrée en vigueur. J'étais invitée à un colloque en Inde et je devais présenter la loi française. C'est là où j'ai commencé à faire les recherches aussi sur le droit allemand, sur le droit italien, britannique et tout ça en droit comparé. Et le sujet m'a de plus en plus intéressée. Souvent, comme on entre dans certaines sortes de recherches un peu par hasard, c'était suite à cette invitation. Et aussi au fil des rencontres des gens, parce que par rapport à ça, après, j'ai rencontré d'autres chercheurs qui étaient impliqués dans le sujet. Je trouvais ça très intéressant aussi par l'influence culturelle dans les différents pays, l'influence religieuse, et aussi parce que c'était un sujet qui est en constant mouvement, parce que tous les ans, on a des nouvelles décisions de jurisprudence. Il y a un permanent mouvement dans ce sujet qui le rend extrêmement intéressant. À la base, ce projet de recherche était franco-allemand, donc je travaille surtout avec les chercheurs allemands, avec l'Université de Potsdam, qui est notre université partenaire en Allemagne et qui est aussi dans le réseau EDUC de Nanterre, donc on est très proche de l'Université de Potsdam, mais après on a élargi pour trouver des spécialistes aussi dans d'autres universités, dans d'autres disciplines. Je coordonne depuis quelques années ce groupe de recherche et bien entendu, comme toute la recherche, on a besoin de financement. Et on a obtenu donc l'année dernière un financement de MSH Monde. Je m'appelle Charles Valaet, je suis docteur en droit auprès de l'Université de Paris-Nanterre et j'ai soutenu ma thèse en janvier sur la protection juridique des majeurs en droit français et allemand sous la direction de Madame Rolfing-Tigeaud. Je me suis toujours intéressé à la protection juridique de la partie faible, que ce soit les mineurs dans le cadre de mon Master 2 ou les majeurs dans le cadre de ma thèse. J'ai toujours pensé qu'il y avait matière à discussion pour garantir les droits des personnes les plus vulnérables. Et le patient en fin de vie est pour moi la personne la plus vulnérable qui soit. La vie quotidienne d'un chercheur, pour moi, c'est surtout lire, écrire, discuter. Et pour moi, c'est aussi beaucoup d'organiser parce que j'organise beaucoup de journées d'études, de colloques ici, à l'étranger. Je travaille avec 2 unités de recherche, donc le CEGEC que Charles a déjà évoqué, le Centre d'études juridiques européennes et comparées, qui est plus vraiment un centre de recherche en droit et en droit comparé. Je suis membre du CRPM, qui a plus une ouverture sur d'autres disciplines et on a des membres de plusieurs pays, allemands, italiens, russes, français. La recherche en droit, elle consiste en beaucoup d'étapes finalement. Donc, la première, préalable à toute recherche pour moi, c'est la connaissance du droit. Bien examiner les textes en vigueur pour bien voir qu'est-ce qui est dit par la loi et pas se limiter à ce qu'on peut trouver dans les médias ou même dans la jurisprudence, qui parfois se limite à certaines questions en laissant de côté des pans entiers de certaines disciplines. De mon expérience personnelle, le progrès en droit passe par les échanges avec les autres chercheurs. Donc ces échanges peuvent intervenir dans le cadre de colloques qui permettent de rassembler les chercheurs de différents horizons, de différentes disciplines.
En tant que chercheuse, la place de la science vraiment est très importante et je trouve aussi qu'il faut essayer d'impliquer beaucoup la population dès la plus jeune enfance. Et d'ailleurs à Nanterre, on fait pas mal de manifestations qui permettent déjà des gens de venir vers la recherche. Je pense ne pas parler seulement pour moi, mais pour tous les enseignants-chercheurs. On est très ouverts et on est très contents de partager notre savoir, mais aussi nos doutes, notre recherche avec les autres. Donc pour les étudiants et d'autres personnes, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressés par un sujet comme le nôtre ou par d'autres sujets, on est toujours ouverts et très contents s'il y a d'autres personnes qui veulent participer, qui veulent partager. Nos bureaux, nos salles sont ouverts à tout le monde et on est ravis de partager.